Écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette table pas ronde du tout. Mais donc nous allons aborder une question très importante qui est la place du rituel dans la pratique des parfumeurs créateurs. Alors je vais d'abord présenter Isabelle Doyen, qui a passé son enfance en Polynésie et a été diplômée de l'ISIPCA en 1982. Elle a commencé très vite une activité de parfumeur créateur indépendant et en parallèle de professeur d'olfaction à l'ISIPCA, activité qu'elle a gardée jusqu'en 2019. Sa rencontre en 1985 avec Annick Goutal a marqué sa vie et le début d'une collaboration pour la création des parfums de sa marque. En 1993, elle a créé la société Aromatique Majeure en association avec Annick Goutal. Mais à la suite du décès d'Annick Goutal en 1999, Isabelle a débuté une collaboration avec Camille Goutal, la fille d'Annick, pour la création des parfums Goutal. Depuis 2020, elle a créé la marque de parfums Voyages Imaginaires en association avec Camille Goutal. Alors, je vais vous présenter également Jean-Michel, qui nous fait le plaisir d'être là. Donc, après les IPCA et un passage chez KO Corporation, il est entré comme parfumeur maison chez Jean Patou en 1997 et est resté chez Jean Patou au moment où la maison a été vendue au groupe américain Procter & Gamble, dont on a entendu parler tout à l'heure. En 2008, quand Procter & Gamble a acheté le groupe Vela, il est devenu parfumeur de la maison Rochas également et a créé des parfums pour d'autres marques du groupe comme Dolce & Gabbana, Escada ou Lacoste. Après la revente de Jean Patou en 2011, puis de Rochas en 2015, il a quitté le groupe pour lancer sa propre maison de parfums, Jean-Michel Durier Paris. Et depuis 2021, il a sa propre maison de création, l'atelier JMD. C'est ça. Anaïs, que je me réjouis d'accueillir également ici, est fondatrice de la maison de parfums Jardin d'Écrivain, qui existe depuis 2009, et elle a un parcours atypique. C'est en visitant la maison de Victor Hugo que le besoin d'exprimer des histoires olfactives lui est apparu. Autodidacte de la parfumerie, elle a quitté l'univers de la photographie pour se consacrer au parfum. Et depuis, 6 marques qu'elle qualifie de narratives sont nées et ses parfums sont vendus dans une vingtaine de pays. En particulier, la création de Chapel Factory en 2020 lui a permis d'explorer la route de l'encens afin d'interpréter ses facettes spirituelles. Alors, je vais vous poser 2 questions principales qui peuvent être liées ou non. D'abord, quels sont les rituels olfactifs que vous avez dans vos pratiques de parfumeur? Alors ici, évidemment, rituel devient un sens de reproduction d'un même geste doué d'une efficacité au niveau individuel pour vous mettre dans un état propice à la création. Alors, Isabelle, la parole est à toi. Alors, pas curieusement. Donc, mon tout premier rituel, et ça a quelque chose à voir avec mon enfance, commence le matin, en fait, juste avant de prendre ma douche, où quotidiennement, j'utilise du monoeil pour préparer ma peau à la douche. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'essentiel pour ma journée de parfumeur, puisque c'est d'une part me relier à mon enfance, donc me ramener à toutes les odeurs que j'ai croisées quand j'étais enfant, et d'autre part m'amener un plaisir qui fait que ma journée commence bien. Ensuite, je prends ma douche et c'est sous ma douche que j'organise toute ma journée, comme j'imagine d'autres personnes, mais sous ma douche que je prépare en fait le travail de mes formules quasiment intégralement. Et après, la journée se déroule, mais si je ne passe pas par cette case-là, de monoeil puis de réflexion, il me manque quelque chose dans la journée et elle est un peu bancale. Et en fait, je me suis, en réfléchissant un peu à la suite de la sollicitation d'Isabelle, je me suis rendu compte que ce monoeil, ça n'était pas par hasard, c'était pas juste parce que ça sent bon.
je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup marqué dans cette enfance, puisque, en fait, tous les dimanches, j'étais dans une famille très catholique. Ma mère nous forçait, il faut bien le dire, à aller à la messe. Sauf que la messe en Polynésie, c'est quand même un truc assez incroyable. C'est un cagnard d'enfer. Bon. Mais ce qui est très fascinant, c'est que tout le monde, toutes les mamas tahitiennes et leurs maris et leurs enfants viennent avec les cheveux enduits de monoï. Les hommes comme les femmes, comme les enfants. Ils sont gominés au monoï. Donc en fait, toute mon enfance, tous les dimanches, j'ai été agréablement confrontée, mais ça je ne le savais pas à ce moment-là, à cette odeur de monoï, plutôt de monoï tiaré d'ailleurs, ou de monoï brut, puisque le monoï en moyenne est plutôt parfumé avec des fleurs de tiaré. C'est une macération d'huile de coco avec des fleurs de tiaré fraîches à l'intérieur. Et donc, tout naturellement, en fait, très longtemps après, m'est revenu ce rituel que j'ai hérité des dimanches obsédants, avec la messe imposée, le monoï imposé, mais qui est devenu quelque chose d'extraordinaire. Et en pensant à ce monoï, en fait, je me suis rendu compte aussi que je peux utiliser du monoï au tiaré, mais je me suis rendu compte qu'en général, il était un peu boosté avec un parfumage autre que la fleur, que du coup, j'utilise soit un monoï un peu reparfumé, soit un monoï brut, c'est-à-dire de l'huile de coco brute. Et en fait, en 2015, je suis retournée à Tahiti pour la première fois avec ma coéquipière Camille. C'est elle qui m'a traînée là-bas. Et du coup, j'ai été reconfrontée à toutes ces pratiques de monoï. Je m'y suis intéressée parce que là, j'étais vraiment dans le métier, donc je voyais les choses d'une façon différente. Je me suis rendu compte, en parlant avec des mamas tahitiennes, que le monoï n'était pas forcément traditionnellement que parfumé au tiaré, mais qu'il était aussi très parfumé avec le santal. Et j'ai découvert que le santal avait été une matière très importante en Polynésie au XIXe siècle, que les arbres de santal avaient été surexploités, pillés, et du coup que pendant très longtemps, il n'y avait plus de santal disponible. Et ce qui était très dommage parce que ça faisait partie de la culture polynésienne, puisqu'ils utilisaient la poudre de santal, par exemple, mélangée à de l'eau pour des vertus thérapeutiques, en particulier pour des vertus cicatrisantes au niveau des bébés. On cicatrisait l'ombilic des bébés avec un mélange soit de monoï, soit d'eau et de poudre de santal. Et que par ailleurs, toujours au cours de discussions avec ces femmes polynésiennes, j'ai appris que ça faisait aussi partie de rituels d'embaumement des morts, notamment dans les îles Marquises. Alors surtout dans les Marquises, pour des rois et des reines polynésiennes, en fait, ils utilisaient le santal soit sous forme de poudre, et ils éviscéraient les morts et remplaçaient à l'intérieur du corps, ils remplissaient l'espace avec de la poudre de santal ou ce qu'on appelle aussi du tapa parfumé au santal. Le tapa, c'est un tissage de fibres de coco qui donne des espèces de toiles un peu rugueuses. Et tout ça a été parfumé au santal et installé dans le corps du mort. Et il passait du monoï au santal sur la peau extérieure pour conserver le corps. Donc tout ça, je m'en suis rendu compte très tardivement et j'étais très surprise. Pour moi, le monoï, c'était juste le monoï au tiaré. Mais en fait, il y a une grande tradition aussi de monoï au santal. Sauf que maintenant, on n'en trouve plus parce que c'est très protégé. Donc on ne fait pas d'extrait de distillation de bois de santal. Il n'y a pas assez de poudre de santal pour parfumer le monoï. Et donc, le monoï, quand vous trouvez du monoï au santal, en fait, il est saucé avec un parfumage reconstitué. Donc, ça ne correspond plus à ce que c'était à ce moment-là.
Donc voilà mon rituel de parfumeur. Et tu m'avais dit que peut-être ça te donnerait l'envie de faire des parfums au santal, de créer des parfums au santal. Mais est-ce que tu peux nous parler maintenant de la naissance d'encens flamboyant? Alors, encens flamboyant, c'est toujours... J'ai dû être traumatisée par la messe du dimanche. Là, c'était plus... quand j'étais encore plus petite et que ma mère nous emmenait à la messe et que parfois je voyais un espèce d'instrument bizarre, une espèce de ce qu'on appelle une cassolette, d'où s'échappait une fumée qui me faisait tousser et qui avait une odeur très bizarre. En fait, beaucoup plus tard, effectivement, j'ai compris que c'était de l'encens qu'on brûlait à certaines occasions dans des messes particulières et que ça m'avait quand même beaucoup troublée. Et du coup, avec ma coéquipière Camille, toujours, on a décidé d'explorer cette idée d'encens. Moi, avec cette image d'enfance, elle, avec son image des rois mages de Noël qui apportaient divers trésors. Et du coup, on a monté notre formule comme ça avec nos deux souvenirs, plus l'idée aussi, et on en parlait tout à l'heure, que effectivement, l'idée me plaisait de savoir que l'arbre à encens, on le blesse, donc il pleure, il donne des larmes, mais malgré tout, ce sont ces larmes obtenues à partir d'une blessure qui font vivre tout un tas d'agriculteurs. C'est la richesse des peuples de ces pays-là. Donc les larmes permettent à des gens de vivre. Et je me suis dit, ça, c'est une belle idée aussi à mettre dans le parfum. Et donc tout ça est dans ce que vous avez sous le nez en ce moment. Alors, on va pouvoir peut-être sentir aussi Songe. Ah oui. Alors, c'est... Qui est Anne-Cécile qui très inspirée par... Alors, Songe, évidemment, est inspiré du Moneuil. On peut se douter que l'inspiration est en partie de mon propre chef, mais celui de Camille aussi, parce qu'elle est dingue de Polynésie et dingue de Moneuil aussi, donc, et de fleurs blanches. Donc tout ça est résumé dans ce parfum. Merci Isabelle. On va faire passer également la fameuse poudre de santal dont tu as parlé. Alors vous pourrez sentir, puisque les mamas m'ont confié dans un petit pot de bébé, de la poudre de santal rouge, puisqu'on appelle ça le santal rouge, le santal des marquises. Et c'est vrai qu'il est différent. On pourrait comparer avec celui que vous avez eu tout à l'heure. Alors Jean-Michel, oui. Toi, quel est ton rituel pour rentrer en création? C'est vrai, c'est un peu pour rentrer en création. Quand on s'est parlé et qu'on a commencé à réfléchir ensemble et que tu m'as interrogé sur ça, en fait, dans le brief de cette table ronde, il y avait nous en tant que parfumeurs, en tant que professionnels. Et donc, je me suis vu dans un geste quotidien, professionnel, de comment je sens moi en tant que parfumeur. Et la première image qui m'est venue, finalement, c'était l'image des sportifs. Notamment, il y avait comme ça, ce qui m'est vraiment venu en premier, c'est un tennisman, Rafael Nadal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce tennisman se préparer à servir à son service. Il déplie comme ça, il déploie toute une série de gestes qui vont le préparer à finalement entrer en action. Alors ça va être faire rebondir la balle, ça va être faire des petits pas, il va se tirer, enfin bon voilà, il se tire sur le, voilà, toi tu sais, hein, tu vois de quoi je parle. Et donc on s'enlève la sueur, etc. Et je me suis dit, mais certainement, moi je dois avoir quelque chose aussi comme ça. Et puis ça m'a rappelé aussi pour les plus jeunes, les plus anciens d'entre nous, la pub avec Zinedine Zidane qui nous racontait avant d'entrer dans un match. Où il mettait en dernier ses chaussettes et ses chaussures.
Et c'était toujours la gauche en premier, toujours la gauche en premier. Je sais pas, alors là, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu ça dans cette pub? Je crois que c'était Volvic ou je sais pas quoi. Bon, il y a un vieux là, 2, 3, allez les vieux. Et donc voilà, la gauche en premier, toujours la gauche. Ou c'était peut-être la droite d'ailleurs, je ne me souviens pas. Et puis pour être quand même plus proche de... d'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure, elle est plus proche de nous et puis finalement de moi aussi. C'est mon petit côté Marilyn. Les quelques gouttes voilà, qu'on se met de numéro 5 avant d'aller se coucher et qui nous mettent finalement en condition. Et c'est ça en fait que je me suis dit, c'est comment moi je me mets en condition. Parce que sentir, c'est un geste que nous faisons tous les êtres humains, tout le temps, 24 heures sur 24, quelquefois volontairement, quelquefois involontairement. Et donc, est-ce que nous, parfumeurs, on a une façon de sentir qui serait différente et qui se rapprocherait même éventuellement du rite ou du rituel? Je ne sais pas si dans cette journée, vous allez parler rite et rituel. Quelle est la différence entre les deux? J'ai cherché sur le dictionnaire et ce que j'ai trouvé, c'est que ce sont quasiment des synonymes par l'usage du langage. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'étymologiquement, peut-être par rapport à certaines religions, etc., le mot rite ou le mot rituel intervient. Mais nous, finalement, on s'est tellement emparé de ces deux mots qu'on les associe et qu'on les prend l'un pour l'autre sans vraiment faire de différence. Et donc, pourquoi est-ce que moi, j'ai mis en place comme ça un rite ou un rituel? Je préfère le mot rituel dans ce cas-là. Pour me mettre en condition. Parce que c'est vraiment ça. Rafael Nadal qui va servir, il veut être sûr que la balle va aller au bon endroit, à la bonne vitesse, avec le bon angle et de la bonne manière. Et moi, quand je me prépare à sentir, c'est ça que je veux. C'est être sûr que ce que je vais sentir volontairement, donc là on est vraiment en dehors de l'odorat inconscient, c'est être sûr que l'analyse, parce que finalement c'est ça, en fait, on va analyser une odeur et on va essayer d'en tirer, nous, en tant que parfumeurs en action sur des essais, des créations, on va essayer d'en tirer quelque chose, c'est-à-dire qu'est-ce que vaut cet essai, qu'est-ce qu'il y a en trop, qu'est-ce qu'il n'y a pas assez, est-ce que ça ressemble trop à quelque chose ou pas assez, est-ce que c'est conforme à l'idée que j'avais. Donc il faut que l'odorat soit vraiment au top. Et alors donc, je me suis mis à recenser comme ça ces toutes petites choses que j'assemble, que je lis. Et alors là, bon, il y a des parfumeurs dans la salle. Et donc, peut-être on a certaines choses en commun, peut-être même tout. Alors, ça commence par une chose, c'est déjà ce que nous, on appelle une mouillette, mais bon, une touche à sentir, le choix de la mouillette. Alors moi, je vais vous dire un truc. Bon, on est entre nous. Jamais je vais utiliser ça. Ça, c'est pas possible. Cette mouillette ne me convient pas. Pourquoi? J'en sais rien. Bon, mais il se trouve que si vous allez dans les catalogues de Carestia ou de Sentis ou d'autres fabricants de mouillettes, vous avez plein de modèles. Alors bien sûr, vous avez les gros modèles pour les parfumeries où on met une grosse bouffée, et puis là c'est pour le monsieur, madame, tout le monde pour sentir un parfum. Et puis après, vous avez des modèles plus ou moins parfumeurs. Et c'est chez Sentis, par exemple, le modèle parfumeur, c'est le modèle que j'utilise, qui est un modèle rectangulaire avec une pointe au bout, assez large, et avec une rainure au milieu, qui va nous permettre éventuellement, selon la taille du goulot de notre flacon, de l'introduire plus ou moins facilement. Bon, donc déjà, moi, j'ai choisi cette mouillette. Sans cette mouillette, je ne peux pas sentir, c'est pas possible. N'essayez pas de me faire bosser avec ça. J'ai l'impression de sentir la moitié d'un parfum, c'est pas possible. Donc déjà, la mouillette, c'est le premier rite. Il faut que j'ai la bonne mouillette, sinon ça marche pas. Bon. Ensuite... Bon, pardon, Isabelle, je suis désolé. Tu vas me prendre pour un débile mental. Je sais que tu as aussi beaucoup de choses très intéressantes à nous dire sur d'autres points. Bon, donc donc en fait, je suis trop long, c'est ça. Hein, bon, d'accord. Et donc, je voudrais que tu nous parles des étapes suivantes. Bon, alors les étapes suivantes. Après, il faut tremper. Je trempe d'une certaine manière. Jamais je vais tremper jusque-là. Je trempe toujours à peu près 1 à 2 cm maximum, 1,5 cm étant la bonne voilà. Et pour que ça, en fait, que ça joigne les deux narines. Donc, je veux pouvoir sentir comme ça. Mais autre chose, souvent, on sent des parfums, donc on va tremper dans l'alcool. Donc moi, je fais toujours ça. Je ne peux pas non plus sentir un parfum et me prendre de l'alcool comme ça dans le nez, ça n'a aucun intérêt. Donc je commence aussi par évaporer légèrement, je fais comme ça. Et puis ensuite, là arrive le moment de sentir. Alors pour sentir... il faut vraiment se mettre en condition. Et pour sentir, en fait, c'est une question d'esprit. C'est pas du tout une question de nez, d'outils olfactifs. Donc, je commence par me vider le nez. Et en même temps que je me vide le nez, je me vide l'esprit. Presque,
je ferme les yeux, et même très souvent, réellement, je ferme les yeux si la lumière, si l'ambiance, etc., ne me convient pas. Et là, je vais sentir en prenant le train en marche. C'est-à-dire que je ne vais commencer à aspirer un peu d'air, et là, à ce moment-là, donc je le fais avant d'avoir la mouillette sous le nez, et je prends le train en marche, c'est-à-dire que je sens, quand j'ai déjà commencé à inspirer un peu, et surtout, et là je pense que tous les parfumeurs sont d'accord avec moi, il ne faut pas sentir trop, il faut sentir par petites quantités, il faut envoyer des messages. En fait, quand on sent, on ne s'abreuve pas, comme on peut le faire quand on aime un parfum et qu'on s'en met plein, là on peut s'abreuver. Donc voilà, je veux juste avoir envoyé un message à mon cerveau, et que ce cerveau, et après je retire. Donc voilà, c'est juste... Et après, je retire. Et après, je ferme les yeux. Et après, je me concentre sur ce que je viens de sentir. Et c'est vraiment l'esprit qui fonctionne. Donc, c'est vraiment prendre le train en marche. Et ce n'est pas prendre un shot. On n'est pas là pour se droguer. On est là pour vraiment analyser et donc faire travailler l'esprit beaucoup plus que le nez. Et là, je pense que c'est vraiment tout le principe du parfumeur. Et ben voilà, j'ai fini, Isabelle. Oh, alors, une dernière chose quand même. Vous parlez aussi du barour. Oui, alors voilà, bon, j'avais pas fini. Hein. Effectivement, tu as raison. Mais la dernière chose aussi, et j'ai un rituel. Vous avez sans doute remarqué que rite et rituel, finalement, peuvent quelquefois, partir de façon un peu extrême vers les superstitions. Ça va un peu, presque, c'est un peu l'aboutissement, le mauvais aboutissement d'un rite ou d'un rituel. Et moi, ma superstition, vous ne verrez jamais dans mon laboratoire un essai numéro 13. C'est pas la peine, je le ferai pas. Donc je fais le 12, je fais le 14, je fais jamais le 13. Là aussi, c'est quelque chose qui me permet de me sentir bien et de me sentir à l'aise. Alors, je voulais vous parler du barour, mais là, donc, on sort voilà, de mon rituel de Raphaël Nadal ou de Marilyn Monroe. Le barour, en fait, c'est aussi finalement un peu l'extension de ça, mais pour monsieur et madame tout le monde, dans certaines religions, et là notamment le barour, c'est bien sûr dans la religion musulmane, et aussi dans la tradition, c'est pas seulement la religion, mais c'est la tradition, où notamment quand on va à la mosquée, avant d'aller prier, en fait, on se parfume. Et on veut avoir le meilleur parfum. Et souvent, en fait, on a parlé de l'encens, on a parlé de la myrrhe, on a parlé de fumée, on a parlé, bien sûr, des églises, etc. Donc, perfumum, bien sûr, par la fumée. Qu'est-ce que font beaucoup de gens, notamment au Moyen-Orient? Eh bien, ils font brûler des bois, et notamment le bois de oud, le fameux oud, qu'on pose donc sur une pierre ardente et qui va donc brûler, fumer, et qui va sentir. Et donc on se met au-dessus et on met nos vêtements au-dessus de cette fumée pour se parfumer et en même temps, comme moi, avec mon petit rituel à moi, se nettoyer l'esprit et être en condition pour aller faire ce qu'on a à faire et notamment prier. Donc voilà ce que je voulais aussi mentionner comme rituel qui me plaît énormément. J'adore ce rite du barour. Voilà, et je crois que j'ai fini. Et alors, on va demander à Anaïs quel est votre rituel pour créer des parfums. Je ne sais pas si ça s'appelle ça. Non. Voilà, ça sera mieux comme ça. Alors moi, c'est tout à fait particulier. Comme disait Isabelle, j'ai un parcours atypique. Donc, je n'ai pas le bagage d'Isabelle et de Jean-Michel. Et ça me demande une mise en place mentale. Ça me faisait beaucoup sourire ce que disait Jean-Michel, parce que c'est un peu les tocs de se mettre en place comme un sportif. Et moi, c'est beaucoup plus... En fait, j'ai du bagage de la méditation appris la pleine conscience. Je ne sais pas si vous voyez. Et lorsque je dois imaginer un parfum, j'ai besoin de créer un silence olfactif. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on est dans une cacophonie olfactive à tout moment. Alors on les perçoit ou on ne les perçoit pas. Et l'avantage de la pleine conscience, c'est justement de décrypter notre environnement, ce qu'on porte nous-mêmes, l'odeur de nos cheveux, l'odeur de la pièce, d'une matière. Et moi, je fais des parfums donc j'appelle narratifs parce que je prends des sujets d'inspiration comme la littérature ou les religions, parce que moi, contrairement à vous, j'ai adoré ça.
Et j'adore les nouvelles religiosités qui créent plein de petites choses assemblées les unes aux autres. C'est très inspirant pour moi. Donc, ce silence olfactif me permet de me concentrer sur la création et de tirer le fil de ma pelote pour trouver des notes qui racontent une histoire. Donc, c'est mon rituel de déjà, me débarrasser de tout ce qui peut être parasitaire pour moi, me faire une bulle. Avant, j'avais un cabinet de curiosité surchargé, très typé 19e, parce que j'ai commencé par Jardin d'écrivain, donc j'étais très Second Empire, tout ça. J'avais besoin d'un décorum, et les choses ont évolué en 15 ans, et maintenant, j'ai vraiment besoin de travailler dans une salle extrêmement pure. C'est ma white room, et en plus, ça reçoit des univers différents que j'aborde, donc c'est plus neutre, mais c'est aussi plus neutre olfactivement. Donc ça, c'est mon rituel lorsque j'ai besoin de travailler sur la création d'un parfum, qui est pour moi très, très intuitif, comme vous pouvez vous imaginer. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, vous m'avez dit une très jolie phrase en disant, lors d'un de nos échanges, qu'est-ce qu'on fait de ce bagage d'encens ? Et c'est vrai que ça a l'air d'être une question qui vous a obsédé d'une certaine façon. Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, lorsque j'ai décidé de faire des créations autour de Chapelle Factory, il n'y a pas de religion sans encens. Moi, Chapelle Factory, c'est pas l'histoire de la petite bondieuserie, c'est la spiritualité dans le sens large du terme. Donc, je me retrouve évidemment aux portes de Petra, la route de l'encens, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et c'est vrai que les années hippies ont énormément vulgarisé l'encens et faire des parfums de la vieille baba cool, ça ne me tentait pas du tout, quoi. Donc, j'ai dû faire venir quantité de matière, des kilos, tous les jours. Tout le monde me disait à la maison, mais qu'est-ce que tu as encore ? Et j'avais besoin de tout sentir. Et j'ai trouvé qu'on était embarrassé du cliché. Finalement, on a une mémoire de ce que peut être l'encens, une mémoire collective de ces années hippies. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui me mettrait aussi en rapport direct avec la matière brute ? Et donc, j'ai pris un mortier et j'ai commencé à ouvrir tous ces sacs et à faire des pesées et créer une harmonie de 25 composants résinae, plantae, destinés à le brûler, parce que en fait, les années yogi nous ramènent beaucoup à la fumigation. Alors ça y est, on brûle le palo santo, la sauge, c'est très modeux. C'est bien dans une approche de purification, c'est vertu, mais on va pas se mentir, le parfumage, c'est quand même Chichon et compagnie, quoi. Donc, avant que la brigade des stupes raboule chez moi, je me suis dit, je peux peut-être composer quelque chose qui va créer une danse énergétique et puis se subtiliser. Alors j'ai trouvé que sur le cuivre, parce que j'ai essayé bien sûr les charbons, je trouve c'est encore trop agressif. En fait, le parfum, on se vaporise, c'est très fort tout de suite, ça évolue, ça se cale et ça devient agréable. Et c'est une très jolie compagnie, je trouve que ça n'a pas un rapport identitaire, c'est une compagnie qu'on doit chercher pour soi. L'idée de créer Cérémonia, c'était la démarche inverse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la combustion, comme on peut torréfier un peu, ça va brunir petit à petit, ça va monter doucement comme ça, et c'est complètement le cérémonial. Et ces volutes ne dégagent aucune fumée, ce que j'apprécie beaucoup. Et puis, ça va embaumer la pièce, donc le lieu, mais aussi la personne ou les personnes qui y sont, c'est-à-dire les cheveux, les vêtements. Et j'aime beaucoup cette danse énergétique. Les Hébreux appellent ça l'escalier du ciel, parce que, évidemment, tous ces encens sont faits pour communiquer avec les dieux. Mais surtout, je trouve, puisque j'ai une spiritualité où je trouve mes petits arrangements, ce qui m'a beaucoup inspiré en allant d'ailleurs chez Victor Hugo, il avait vraiment ses petits arrangements à lui aussi. Moi, je trouve que ça apaise l'âme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bienveillant. Alors, je pense que ça a affaire aussi à notre bagage, peu importe
si on est chrétien, juif, peu importe, la spiritualité de notre enfance, elle nous amène à des notions d'encens. Et dès qu'on a un encens, alors pas celui qui est âpre, qu'on balance effectivement comme ça dans une église. J'ai fait la dernière fois le Mont-Saint-Michel, j'ai cru mourir. Mais si c'est fait subtilement, si c'est composé, si on recherche une harmonie, alors je trouve que ça apaise l'âme. Et ça fait vraiment partie de mon rituel, si je ne dois pas créer ce jour-là, parce qu'autrement, je recherche le silence. Merci beaucoup, Anaïs. On va faire passer le cérémonia que vous allez pouvoir sentir. Vous voulez que je le... Et Jean-Michel, alors... Je voudrais dire quand même, parce que ce qui va circuler, c'est l'association de 25 composants venus, mais alors de tous les continents. On retrouve des choses un peu chamaniques de partout. Ce que vous allez sentir là à froid n'a strictement rien à voir avec ce petit caramel fondant. On ne va jamais nettoyer la coupelle et à chaque fois qu'on va en recharger, ça va devenir de plus en plus subtil. Donc pour moi, c'est très frustrant de vous montrer ça. C'était juste pour vous montrer l'aspect physique. Et on avait aussi un souci, c'était de faire brûler quelque chose dans la salle du cinéma. On serait sorti d'urgence avec des douches. Mais on a pensé que c'était mieux au moins de vous faire sentir la matière première et que Anaïs puisse nous expliquer toutes les matières qu'elle avait mises dans cette composition et aussi ce dont vous avez parlé, le rythme de l'encens, la façon dont la dynamique de l'encens se répand autour de nous et nous apporte quelque chose de complètement différent. Oui, il y a des intensités variables. C'est vraiment comme une danse, comme un rythme, des volutes, parce que par moments, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégage très fort, parce que peut-être il y a un morceau d'oliban là qui est en train de travailler, et puis il y a beaucoup de... Enfin, le rythme, c'est important dans le parfum. Et là, l'encens, c'est souvent, mais alors, plat, terreux, bouseux. Et là, il se passe vraiment... Enfin, ma quête, en tous les cas, ça a été de trouver du rythme à travers l'encens. Merci beaucoup. Merci et Jean-Michel, tu voulais nous parler aussi d'un parfum dont le nom m'avait intrigué, qui était Myrrhe et bois brûlé. Oui. D'abord, je dois des excuses à un monsieur qui est là dans la salle, qui s'appelle Stéphane. Et je suis désolé, je ne l'ai pas apporté. Enfin, je vous dois des excuses à tous, en fait. On avait convenu que j'apporterais ce parfum et vous n'allez pas pouvoir le sentir. Je l'ai oublié au bureau. Mais c'est vrai que ce parfum a été parfaitement dans ce thème des rites, des rituels. Et donc, c'était un peu la suite de ce que je vous ai raconté, là, avec mon petit show. Mais là, voilà, donc là, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis en œuvre pour sentir et pour inventer et pour être réceptif à ce qu'on sent, eh bien, arrive le moment où finalement ce parfum est abouti. Il est présenté, en l'occurrence, à un client. La maison s'appelle Carlo-Tare. C'est une marque qui fabrique des chaussures d'été véganes, donc sans cuir. Et donc j'ai créé leurs 3 premiers parfums il y a 2 ans. Et puis là, je viens donc de créer pour eux les 2 parfums suivants. Les 3 premiers parfums étaient des parfums plutôt frais, plutôt dans l'été. Et puis là, la nouvelle collection de 2 parfums, c'est une collection beaucoup plus hiver. Et la créatrice de cette maison, Carlo-Tare, s'appelle Mariela Schwartz-Montiel. Elle a vécu toute son enfance au Paraguay et ensuite elle est venue en France. Elle est tombée amoureuse de la France. Elle a adopté un rythme, un art de vivre à la française. Elle s'est mariée avec un Français. Elle habite à Limoges et elle travaille aussi dans la porcelaine. Elle s'est mariée avec une famille, un monsieur qui s'appelle Reynaud, hein, c'est ça, hein, qui est aussi dans la porcelaine. Et elle me racontait, donc voilà, pour ce parfum-là en question, on a toujours un brief qui vient d'un client, hein, bien sûr, et qui nous raconte ce qu'il veut, et nous, on est là pour donner naissance à ses idées. Et son idée était forcément très, j'allais dire primaire, je ne veux pas dire ça, mais en tout cas, voilà, très terre-à-terre. Et donc, elle racontait son salon d'hiver. Elle vit dans une très belle demeure, et il y a donc à un moment dans cette espèce de château, une salle qui est une véranda, qu'elle a appelée le salon d'hiver.
et elle me racontait à un moment précis où elle est en plein hiver, il fait glacial dehors, il neige, il y a des vitres qui sont un peu givrées, il fait froid, et puis elle allume un feu de cheminée. Et elle est en famille, elle est très famille, elle cuisine elle fait de la pâtisserie, des gâteaux, elle sert le thé, et tout ça, elle me le raconte, et moi, c'est à moi d'aller tirer de tout cela des idées pour créer un parfum autour de ça. Et donc, je vais piocher, par exemple, son thé à la réglisse, parce qu'elle me parle de ça. Bien sûr, j'ai bien compris le feu de cheminée qui était central, qui était très important, qui a donné donc une odeur de bois brûlé. Et puis tout ce rituel en fait familial autour de cette journée d'hiver et que moi j'ai un peu élevé d'une manière un peu plus spirituelle au sens de tout ce qu'on est en train de se raconter. Pour faire une réglisse, un thé à la réglisse, on utilise, Marc-Antoine, merci de me l'avoir précisé, on utilise de la myrrhe. Et donc, effectivement, j'ai utilisé de la myrrhe. Et donc, j'ai créé un parfum comme ça tout autour de ça. J'ai mis, comme toi, Marc-Antoine, de la pomme, mais moi, c'était une pomme cuite, c'était un gâteau, une tarte aux pommes avec un thé à la réglisse. Et puis, donc, de la myrrhe. Et puis, un côté glacial qui vient de dehors avec ces vitres givrées. Et donc, j'ai mis des notes un peu glaciales comme de la cardamome ou certaines fleurs blanches qui vont vraiment vers le froid. Et puis aussi de la cade et puis certains goudrons qui vont donner ce côté feu de cheminée. Et l'ensemble, finalement, fait un parfum avec des contrastes, avec des rythmes. On a parlé aussi tout à l'heure de rythmes qui font qu'à la fois on se sent très bien, très au chaud et qu'il y a aussi un peu comme ça cette petite note glaciale qui viennent nous rappeler qu'on est en hiver. Et en parlant avec toute l'équipe, dont Stéphane Lemonnier qui est ici, qui est un ancien Rochas et donc voilà qui m'accompagne depuis longtemps, et bien finalement on a décidé d'appeler ce parfum myrrhe et bois brûlé parce que on avait envie d'aller un peu plus loin que la tarte aux pommes et le feu de bois et d'élever un peu l'esprit et donc de raconter à la fois cette soirée d'hiver et en même temps donc ce côté rituel qui va jusque dans tout ce que vous avez raconté aujourd'hui. Je crois aussi que ça avait un lien avec la grand-mère. Alors ça, c'est l'autre parfum qui s'appelle Palo Santo et patchouli vert, feuille de patchouli vert, enfin patchouli vert, où là, effectivement, elle me racontait son enfance au Paraguay, quand elle adorait entrer dans la chambre de sa grand-mère, dont le prénom était Carlota, justement. Elle a donné le prénom de sa grand-mère à sa marque de chaussures, et où elle adorait explorer, comme moi je l'ai fait aussi, d'aller dans les placards des parents et ouvrir et sentir et regarder. Moi, notamment, mes parents, il y avait beaucoup de parfums, alors forcément, j'adorais ça. Et donc, elle a raconté qu'il y avait des piles de linge avec des feuilles de patchouli vert, donc que la grand-mère allait chercher dans la forêt, c'était au Paraguay. Donc, il y avait du patchouli dans la nature, elle mettait des feuilles, ça éloignait les moustiques et ça parfumait en même temps. Et ces grandes armoires étaient faites d'un bois qui s'appelle le Palo Santo, tu en as parlé, mais aussi d'autres qui étaient un autre bois, du Paraguay, qui s'appelle le quebracho. Donc moi, tout ça mélangé, plus un talc à la rose qu'elle m'a mentionné, hop, je prends toutes ces petites choses, je les orchestre, j'en fais un tout, et ça a donné l'autre parfum qui s'appelle Palo Santo et patchouli vert. Et encore toutes mes excuses, vous n'allez pas pouvoir le sentir, il faut aller au printemps. Voilà. Il faut aller au printemps pour le sentir au premier étage, voilà, et vous pourrez sentir tous les parfums de Carlota Rey. C'est ce qui t'a permis aussi de dire une phrase que je trouve très importante pour les parfumeurs, c'est « je ne suis pas un copiste ». Oui, je n'essaie pas de copier exactement, mais j'interprète d'une autre façon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que voilà. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que dès qu'on parle réglisse, tout de suite on pense à Lolita Lempicka. En tout cas, ceux qui connaissent un peu la parfumerie. Et il faudra sentir ce myrrhe et bois brûlé. Effectivement, ça sent un peu la réglisse, mais ça n'est pas un Lolita Lempicka. Et c'est vrai que oui, voilà, dans nos travaux de parfumeurs, on est toujours confronté à la similitude. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des généalogies de parfums. Et puis, on a tous entendu des histoires de tel parfum qui ressemble à tel autre, de près ou de loin. Et donc voilà. Donc nous, et notamment avec la SIPC, cette charte des parfumeurs, où on se dit tous qu'il n'est pas question d'aller copier des parfums, mais s'en inspirer, c'est absolument autorisé. Et au contraire, il faut le faire sans être des copistes et en étant des vrais créateurs. On peut aussi ne rien sentir. Alors oui, de temps en temps, c'est ce que je fais aussi. Oui. Je me dis non, surtout pas, je sens pas. Parce qu'après, si ça ressemble à quelque chose, je vais devoir faire autre chose. J'ai peur de me dire, j'aurais aimé le faire. C'est vrai, t'as raison. Oui, t'as raison.
On vous écouterait tous parler pendant des heures et c'est un vrai plaisir de vous entendre parler de vos créations diverses. Mais une fois de plus, le temps ne s'est pas arrêté malheureusement. Et je voudrais qu'on termine par un rituel dont tu m'as parlé, Isabelle, que j'ai trouvé très joli. C'est celui des tilleuls. Ah oui, donc le rituel du tilleul, c'est un rituel qu'on avait avec Annick, mais que je continue seule. On était toutes les deux folles de l'odeur des tilleuls en fleurs. Et chaque année, on attendait avec impatience le début juin, la mi-juin. On guettait la floraison des tilleuls pour aller les sentir. Mais sentir les tilleuls, c'est quelque chose. Ça n'est pas prendre la branche de tilleul, se la mettre sous le nez et prendre une grande inspiration, comme disait Jean-Michel, parce que là, on ne capte pas grand-chose, juste un truc un peu végétal, pas désagréable. Le tilleul, il faut se promener dans un territoire où on sait qu'il y a du tilleul, faire semblant de l'ignorer, passer, et là, tout d'un coup, il nous accroche le nez. Mais dès qu'on veut le sentir, il nous échappe. C'est vrai. Donc, c'est un truc extraordinaire. Donc, chaque année, on attendait ce moment, on se préparait. Donc, on avait des endroits, on a repéré des endroits le long de l'hippodrome d'Auteuil, par exemple, le chemin des remparts. Donc, on guettait. Quand on pensait que c'était le moment, hop, on y allait. Alors après, ça dépend aussi s'il a plu, s'il y a tout un contexte idéal pour capter cette espèce de chose délicieuse et magique. Et bien souvent, on n'y arrive pas complètement, mais tout d'un coup, quand ça se passe... Alors l'idéal, c'est de se laisser surprendre, évidemment. Et donc l'année dernière, j'avais envoyé un petit texto à Olivier d'ailleurs pour lui dire « Olivier, je suis passée porte de Saint-Cloud. » Et là, tout d'un coup, ça y est, je l'ai senti, il est là, en fleurs. Et c'est vrai qu'il était caché par l'église de Porte de Saint-Cloud et je me suis pris une bouffée de tilleul en fleurs, mais c'était un délice absolu. Donc, tu lui as donné un nom ? Non. Non, il n'y a pas besoin de nom. Je suis particulièrement allergique au tilleul, donc ça me frustre comme histoire. Et donc, il y a l'allée des remparts et la place de la Porte d'Auteuil où il y a des tilleuls, où on se rendait avec Annick. Il y a aussi à un bout du pont de Birakem, pas celui côté Tour Eiffel, mais de l'autre côté, il y a une descente. Et là, les tilleuls sont à portée de nez. Mais c'est pareil, il faut s'y promener en ayant l'air de ne pas... de les ignorer, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc ça c'est un moment vraiment, donc guetter, vous verrez début juin, mi-juin, parfois fin mai, c'est un peu aléatoire et donc c'est un truc formidable. Une autre chose formidable aussi qui m'est personnelle, c'est la floraison des Magnolia grandiflorum. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça n'est pas une effluve. Il faut mettre le nez sur la fleur. Et donc, il faut trouver un arbre qui a des fleurs épanouies et pas trop hautes. Donc, moi, j'ai un peu de mal à trouver le magnolia idéal. Donc, on peut faire un petit jeu. Dès que vous voyez un magnolia en fleurs... Je vous laisse mon 06, vous me prévenez et je fonce parce que c'est quand même un délice absolu aussi, d'une délicatesse infinie, mais différent du tilleul qui, lui, vous attrape comme ça de façon extraordinaire. Merci beaucoup Isabelle. Je crois qu'on va faire un gros pot de sable pour savoir où trouver les plus beaux tilleuls et les plus beaux magnolias. Merci beaucoup. Nous devrions déjà passer, je vous propose de prendre juste 5 minutes de pause et puis nous nous retrouvons vraiment dans 5 minutes ici pour faire la synthèse de cette journée avec Derrick Pitrou. Merci beaucoup.
Je vous invite à prendre place très très vite pour qu'on entame cette dernière, last but not least, partie de la journée. Et ce qui vous permettra aussi donc ça va être très intéressant d'avoir les perspectives de Pierrick Pitroux et aussi de pouvoir poser des questions et réagir sur les choses qui vous ont marqué pendant cette journée, sur les questions que vous n'avez pas pu poser éventuellement. J'espère qu'on va avoir un temps d'échange et c'est pour ça que je vous invite à vous asseoir dès maintenant. Merci beaucoup. Et je laisse... Ah non, je dois vous présenter. Alors, Pierrick Pitroux, qui nous fait l'honneur de venir directement de la maison française d'Oxford, est anthropologue, directeur de recherche au CNRS, à la maison française d'Oxford, et au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, où il dirige l'équipe Anthropologie de la vie. Membre fondateur du collectif La Vie à l'œuvre, il s'intéresse aux relations entre art, sciences, architecture et société. Il est l'auteur de Les anthropologues et la vie en 2021 et a publié plusieurs ouvrages collectifs sur les relations entre vie et technique. Des êtres vivants et des artefacts au musée du Quai Branly en 2016, Puissance du végétal et cinéma animiste, la vitalité révélée par la technique en 2020, et un volume des cahiers d'anthropologie sociale intitulé Reconfigurer le vivant, qui date de 2021. Aujourd'hui, il a accepté la délicate mission de faire une synthèse de la journée, ce que j'ai appelé ce matin la moisson, et d'animer une discussion à partir des perspectives interdisciplinaires qui auront été ouvertes par cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation à participer à un colloque vraiment que j'ai trouvé fascinant et qui a apporté beaucoup de matériaux pour la réflexion. Donc je ne vais pas faire vraiment une synthèse, mais je vais faire un retour sur ce que j'ai entendu depuis ce matin. Donc c'est un peu sans filet puisque j'ai fait ça tout en vous écoutant. La proposition serait que je vous présente 5 points qui seraient un peu des lignes de problématiques dans lesquelles il me semble qu'il y aurait des choses à creuser pour d'autres colloques. C'est un petit peu l'effet d'amorce rituel. Un bon rite s'arrête en ouvrant sur le suivant. Et ensuite, on pourra animer la discussion et puis échanger à partir de tout ce qui a été dit depuis ce matin. Peut-être pour préciser la perspective à partir de laquelle je vais m'exprimer aujourd'hui, je ne suis pas du tout spécialiste des parfums, mais je suis plutôt ici invité pour des travaux faits sur la ritualité, en particulier sur des rites sacrificiels sur lesquels j'ai enquêté pendant plusieurs années lors d'un doctorat et un post-doctorat que j'ai réalisé au musée du Quai Branly. Donc c'est cette casquette en quelque sorte rituelle qui anime mon propos. Par ailleurs, il se trouve que depuis 10 ans, je suis impliqué dans des projets interdisciplinaires qui mobilisent par exemple des chimistes ou des biologistes. Et au fil du temps, en fait, j'ai appris ou parfois enduré la difficulté qu'il y a à mettre autour de la table des personnes qui parlent depuis des perspectives très très diverses. Et donc peut-être que ça va aussi orienter certaines des remarques que je vais faire. Je tiens tout de suite à dire, pour faire un écho sur la dernière table ronde, que j'ai été fasciné par la qualité de ces témoignages, et en particulier ce que je trouve très beau, c'est à la fois une capacité, puisqu'on est tous, je pense, par-delà notre admiration pour le parfum, nous aimons les mots, la capacité d'analyse, de description du monde avec des mots précis. Je trouve quelque chose qui est toujours très fascinant, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Et tout ça s'articule aussi à une mise en récit, à une forme de lyrisme aussi, qu'on observe chez les 3 personnes qui ont parlé. Et je trouve que c'est un beau mélange
de raisonnement synthétique ou de sensibilité rationnelle, quelque chose d'extrêmement complexe qu'on a appris à mieux connaître aujourd'hui autour de la question des odeurs et des parfums. Alors le premier point peut-être pour première problématique sur laquelle je pense qu'il y a un intérêt à creuser et qui a été d'emblée évoqué ce matin par Isabelle, c'est l'articulation entre rite et vie quotidienne. Alors, on ne va pas ici faire une analyse trop approfondir des différents sens du rite ou des différentes acceptions du mot rituel. Mais effectivement, je propose de rebondir sur la distinction entre activité rituelle et activité de la vie quotidienne, puisque c'est une dichotomie qui est assez classique, qui est assez perceptible intuitivement, mais en vérité, lorsqu'on décrit les choses dans la finesse, en particulier à partir de certains concepts de la sociologie et l'anthropologie, par exemple chez Goffman ou des auteurs comme Bruno Latour, on se rend compte en vérité que la distinction entre vie rituelle et vie quotidienne est beaucoup moins aisée qu'il pourrait paraître. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Par exemple, on a eu beaucoup de présentations depuis ce matin qui ont insisté sur le fait que les parfums et les odeurs, je reviendrai sur la distinction dans un instant, ouvraient en fait sur des communications avec des entités non humaines, avec des dieux. En vérité, on peut aussi envisager les choses d'une façon moins dichotomique et penser que les relations avec les entités non humaines ou les dieux, dans certains types de religions, repose moins sur l'idée d'une transcendance et d'une séparation que sur l'idée d'une coexistence dans un même monde. Et par exemple, dans le monde où j'ai étudié en Mésoamérique, il y a l'idée que finalement on va faire des sacrifices pour des entités de la nature. Ces entités, elles sont comme des voisins avec lesquels on va partager des nourritures. Et le parfum a ici une sorte de fonction de médiation, c'est-à-dire que là, on offre une offrande alimentaire en considérant en fait que cette offrande est biface. Elle a une partie alimentaire qui peut être éventuellement consommée par les humains, mais il y a un parfum, de l'arôme qui vont s'en échapper et qui sont directement destinés à nourrir les entités de la nature. Et donc, dans cette idée en fait d'éléments bifaces, c'est un peu ce qui a été aussi abordé sur les rapports entre visible et invisible, je pense qu'il y a une façon de penser d'une façon moins dichotomique le rapport au divin. Donc ça, c'est la première remarque. Et il y a des travaux sur ces questions en anthropologie. Et je mentionnais le nom de Goffman, qui est connu pour avoir décrit les rites d'interaction qu'on peut observer dans la vie quotidienne. Rentrer dans un ascenseur, vous saluer avec quelqu'un, rentrer dans une pièce où vous ne connaissez pas l'assistance, ça suppose toute une série d'accommodations, de coordination de l'action, d'analyse des signes que vous allez observer chez l'autre pour construire un cadre d'interaction. Il faut savoir à qui vous allez parler, quel est le sens de l'interaction que vous allez avoir. Et en fait, notre vie quotidienne étant sans cesse en fait, embarquée dans des situations un peu périlleuses où, alors il y a des choses qui sont bien mécaniques. Si vous avez votre voisin de bureau, vous savez comment interagir avec. Mais si vous rentrez dans un ascenseur, eh bien là, il y a quelque chose d'un peu nouveau, un espace contraint, des types de coordination visuelle, corporelle et aussi linguistique qu'il faut élaborer. Et en fait, de ce point de vue, c'est là où le rite apparaît dans la sociologie de Goffman comme une façon de recoordonner les choses, de fixer un cadre. Et on pourrait envisager le parfum, en tout cas certains usages des parfums, comme une façon... Alors on peut dire que ça communique des choses évidemment, mais on pourrait dire que c'est aussi une façon de créer un cadre dans lequel on va déjà commencer l'interaction. Si vous arrivez parfumé à un rendez-vous, ce n'est pas la même chose que ne pas arriver parfumé. Donc, avant même de communiquer quelque chose, ça ouvre un type de cadre. Et c'est pour ça qu'il a été question, à travers la question de l'hospitalité, du savoir-vivre. Je pense que c'est aussi un des usages en fait, du parfum, qui est de participer à la construction d'une coordination avec quelqu'un. Et l'hospitalité, c'est par excellence la situation dans laquelle une personne vient chez vous, surtout si c'est une personne étrangère que vous ne connaissez pas. Et l'hospitalité, c'est de trouver les moyens d'assurer en fait la coexistence pour une interaction dans un espace domestique sans être habitué à être avec autrui. Donc c'était le premier point sur lequel on pourrait insister, c'est que, en gros, les rites avec les dieux sont peut-être plus quotidiens qu'on ne peut y penser,
les rites de la vie quotidienne sont aussi des lieux en fait, où beaucoup de choses complexes se jouent et les parfums ont un rôle important. L'autre point qui, évidemment, était transversal à quasiment toutes les présentations, c'est dans le titre du colloque, c'était déjà présent, c'est l'idée d'un passage de l'odeur au parfum. Alors évidemment, selon un certain point de vue, c'est un passage du volontaire, enfin de l'involontaire au volontaire. Les odeurs sont parfois, échappent ou émanent sans forcément de volonté. Leur perception est elle-même involontaire. Dans le parfum, il y a une façon de cadrer, et c'est là où il y a une reprise de l'activité rituelle. Il y a une façon de cadrer, une façon qu'on pourrait dire de domestiquer en fait les odeurs et de les inscrire dans en fait un régime d'intentionnalité. Et donc pour cerner cette dimension-là, le passage de l'odeur au parfum, je pense qu'il n'est pas anodin que beaucoup de présentations aient insisté sur en fait l'existence de chaînes techniques, de chaînes d'approvisionnement qui font qu'on passe d'éléments naturels, organiques ou pas, qui vont être en quelque sorte... alors il y a des processus vitaux qui vont produire en fait dans des organismes certains types d'odeurs, mais après le parfum c'est une mise au travail qui suppose évidemment comme toujours des trésors d'ingéniosité, une division du travail, des chaînes de production, d'approvisionnement. Et en fin de parcours, on pourrait dire que dans beaucoup d'exemples, ce qu'on a pu voir, c'est que ce calibrage du parfum était articulé à ce qu'on pourrait appeler une portabilité. Et là aussi, c'était finalement déjà sur l'image qui a été mise ici, c'est-à-dire qu'il y a une tension évidemment entre la volatilité de certains parfums et la dimension éphémère de leur perception, et une tentative pour capter, calibrer, répliquer, utilisé aussi d'une façon, je dirais, plus efficace. Et c'est pour ça que dans les rituels, l'utilisation de l'encens ou bien des boulettes de copal au Mexique ne s'explique pas simplement par l'odeur produite, mais c'est aussi par le fait que cette production produit un objet qui est prêt à l'emploi. Donc je pense que c'est presque ce parcours qu'on a vu souvent, c'est comment on en arrive à un parfum qu'on peut déclencher à un moment donné, à partir d'une décision qu'on va prendre. Et la bouteille de parfum, c'est aussi évidemment une des déclinaisons de cette domestication, en quelque sorte, des odeurs. Alors il y a un troisième point, c'est évidemment cette idée que ces chaînes de technique et de production qui font que le parfum est toujours articulé à des objets de la culture matérielle et un ensemble de techniques, vient aussi ouvrir sur des techniques spécifiques qui ont lieu lors du rite, et à des interactions spécifiques avec des objets. On a parlé d'encensoir, on a parlé d'aspersoir, si j'ai bien noté, avec une situation qui est assez particulière, qui est que ces objets, en fait, remplissent une fonction, mais ils sont aussi manipulés par les humains. Et c'est pas pour rien que souvent ces objets ont des formes soit zoomorphes, soit anthropomorphes, parce qu'ils sont eux-mêmes personnifiés comme étant en train de réaliser une action. Et je pense que là, il y a quelque chose de très intéressant dans l'action rituelle, c'est que après la production en fait d'un parfum qui est manipulable, eh bien, il y a aussi une standardisation, une scénification, une prescription de la manière de manipuler les parfums. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Si on met les deux mains, c'est pas bon. Si on en met une, c'est bien. Et donc là, il y a toute une série de rituels qui visent en fait à produire quoi? Alors c'est là où évidemment les enquêtes ethnographiques, en particulier les présentations d'Arnaud Alloy, nous ont permis de voir que ça produit quelque chose. C'est le troisième point sur lequel je voudrais insister. Le quatrième, pardon, c'est cette articulation entre l'expérience subjective et l'expérience collective. Et c'est là aussi où les sciences sociales et humaines et sociales, ont à nous apprendre en fait des choses sur la façon dont les odeurs et les parfums fonctionnent dans les existences humaines. C'est que il y a évidemment quelque chose, on a eu de multiples traces, y compris des ethnologues rappelant leur expérience biographique. Il y a de multiples traces du fait qu'il y a une dimension extrêmement individuelle,
et en même temps qui est collective, qui est soumise à des variations collectives, comme ça a été dit aussi par Joël Cando. Et cette dimension, en fait, d'articulation entre le collectif et l'individuel est au cœur, en fait, des problématiques liées aux sciences sociales. Quelle est la part de créativité ? Quelle est la part de mimétisme? Quelle est la part de standardisation? Donc, pas simplement au niveau des produits, mais aussi au niveau des relations qui se tissent autour des odeurs et des parfums. Puisque c'est aussi un point qu'on a pu observer, c'est la façon dont les chaînes sociotechniques qui produisent en fait des parfums et qui aussi les articulent avec des actions techniques. Il y a aussi une création d'ordre social. Il y a des ordres en termes de genre, il y a des ordres en termes de catégorisation comme la purification, et qui ont évidemment des implications sur la façon dont on organise la société. Et donc c'est pour ça qu'en fait, à travers les odeurs et les parfums, il y a vraiment un objet composite pour l'anthropologie, il y a vraiment un objet total, puisque on se rend compte qu'il est difficile d'analyser en fait ce phénomène sensible sans réfléchir aux conceptions associées, en particulier à la façon dont elles se traduisent dans le langage, mais aussi comment elles sont articulées à des techniques et comment un ordre social s'organise autour. Donc il y a quelque chose de profondément de l'ordre de la synthèse, et c'est peut-être là où on peut aussi tracer des lignes un petit peu, comparatistes et interdisciplinaires, c'est-à-dire que dans le fond, dans le maniement rituel des odeurs et des parfums dont on a eu des exemples depuis ce matin, il y a quelque chose qui a beaucoup à voir avec l'activité scientifique. On a parlé de recettes, on a parlé de composition, de décomposition, et c'est pas pour rien évidemment que la place des chimistes est évidemment cruciale pour établir ce dialogue, qui implique des opérations qui sont aussi des opérations de conservation, de réplication, de classification. Évidemment, dans ce cadre, l'osmothèque apparaît comme une institution dont la fonction est pas simplement de mettre en relief l'expérience individuelle, mais aussi de voir comment la relation aux odeurs et aux parfums est créatrice en fait de classification. Avoir aussi un regard réflexif sur ces classifications est quelque chose qui est essentiel, c'est de pouvoir comprendre en fait que le rapport à l'odeur et au parfum va évoluer au cours du temps et aussi soumis à des variations culturelles. Et c'est peut-être là où il y a un dialogue disciplinaire ou interdisciplinaire qui va même au-delà des disciplines, puisqu'il implique aussi des spécialistes de domaines complètement différents, des scientifiques, sciences humaines, sciences de la nature, des ingénieurs, des créateurs, une association, un musée. Donc finalement, à la fin de cette journée, en termes de dialogue interdisciplinaire, je pense qu'on est au-delà d'un fait social étudié par l'anthropologie. On est dans le cadre d'un fait qui est extrêmement complexe, parce qu'on voit que gravitent autour des intérêts très divers, qui, à certains égards, ne sont pas nécessairement compatibles. Et j'ai trouvé intéressant aussi de lire, alors peut-être pas un malentendu, mais en tout cas, j'ai été frappé de voir en fait comment les différents participants pouvaient tirer le dialogue interdisciplinaire dans une direction qui est la leur. Alors, pour le dire d'une façon un peu provocatrice, je dirais que les créateurs, en les écoutant, et l'osmothèque aussi, avec cette dimension de réflexion sur la créativité, on voit bien qu'ils sont contraints, peu ou prou, à s'engager dans une forme, à devenir historiens et ethnologues de leur propre passé et de leur propre culture. Et donc, moi, pour un ethnologue, la table ronde de tout à l'heure, c'est du pain béni en quelque sorte, puisque j'ai l'impression d'avoir vraiment
des cas d'école très intéressants sur la façon de ritualiser, sur la façon de penser le subjectif et l'objectif. Donc pour moi, je dirais, les créateurs, mais comme toute communauté, sont des sujets très intéressants à étudier. Je pense que pour eux, l'appui des sciences sociales, de l'anthropologie ou de l'histoire peut être peut-être plus en fait opportuniste. C'est prendre un peu des images, des idées, mais parce que c'est ça l'art, c'est justement une façon de composer des mondes et des produits à partir d'une inspiration qui n'est pas la même que celle de la rigueur scientifique. Et donc je pense que il y a aussi de la part de la façon de mettre en scène les créateurs quelque chose, moi, qui m'a fait penser aussi, si on part du principe, ça a été dit plusieurs fois, qu'il y a différents degrés de spécialisation et de savoir-faire et différentes manières de les transmettre. On pourrait, en faisant un comparatisme un peu échevelé, considérer qu'on a mis certains créateurs ou qu'on met des créateurs à qui on demande de raconter leur histoire, de faire preuve d'un super pouvoir, comme c'était le cas de Sylvaine Delacour, qui a été sollicitée pour mettre au profit de la science son expertise exceptionnelle. On pourrait faire l'hypothèse que voilà, il y a une dimension chamanique de la part dans la façon de traiter des personnes d'exception, comme si elles avaient accès à quelque chose qu'on n'arrive pas bien à comprendre, et qui est, on l'a bien vu juste à la fin de tout à l'heure dans la description qui a été donnée, c'est-à-dire que la dimension biographique du retour sur soi, qui est évidemment un des mystères les plus complets, qui exige des médiations du côté de la psychanalyse ou de la littérature, eh bien cette recherche biographique s'articule aussi à une sorte de plaisir de l'enquête écologique, une façon de comprendre les tilleuls, et de pouvoir articuler notre existence avec eux. Donc c'est sûr que des personnes qui ont ces savoirs-là, en Amazonie, ce sont des chamans. Donc je pense que voilà, on a quelque chose qui est de l'ordre des savoirs chamaniques, et je pense que c'est heureux de pouvoir échanger grâce à l'Osmothèque, qui est en fait un lieu de carrefour entre ces logiques du privé, du public, de l'association, de l'esthétisme, mais aussi de la recherche historique et anthropologique et aussi en sciences de la nature. Et donc merci de nous avoir réunis parce que ça donne beaucoup d'idées et je pense que dans l'après-coup rituel, eh bien, il se passera beaucoup de choses pour toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Et je pense qu'on peut distribuer les questions et les commentaires d'une façon libre dans les directions que vous souhaitez. Et puis on pourra redonner la parole à celles et ceux qui veulent répondre. Il y a des questions, des façons de rebondir sur cette journée, sur ce que vient de dire Eric. Merci pour l'exercice difficile de moisson de tout ce qu'on a brassé aujourd'hui. Effectivement, je trouve qu'il y a eu beaucoup de résonance entre différentes communications et j'ai été frappée notamment par l'importance aussi d'autres sensations que simplement les odeurs. Dans le cas de la buée, cette association entre la couleur blanche, voilà, le blanc, le frais, le propre, je me disais, mais alors quid des vêtements colorés? En fait, quand on voit tous ces vêtements blancs étendus voilà, sur l'herbe, etc. Mais alors les vêtements colorés, est-ce qu'on les lave avec? Est-ce que ça déteint? C'est des questions que je me suis posées. Mais en tout cas, la question des couleurs, elle est revenue aussi à plusieurs reprises. Et aussi, finalement, la question du sonore, c'est tout à l'heure en écoutant... la manière dont on peut décrire un parfum qui se déploie dans le temps et qui est en fait le fruit de plusieurs composés. Quand on passe de l'odeur au parfum, c'est un peu comme quand on passe du son à la musique, c'est-à-dire qu'on va orchestrer les choses, on va ajouter plusieurs éléments et puis il va y avoir une partition. Et en fait, la manière dont les parfums se déploient, souvent, c'est sous la forme d'une partition, parce que dans le temps, on voit bien qu'effectivement, les notes, il y en a certaines qui ressortent au début, et puis ça reste, et puis petit à petit, ça s'estompe. Et
Et en écoutant toujours donc la manière, enfin les dessous en fait de l'opération de création des parfums, j'ai été frappée par le fait que ça m'a fait penser que dans l'Antiquité, on composait également les parfums. On a parlé du kifi notamment et des nombreux composés qu'il y avait, et puis les recettes qui ont évolué pour le kifi au cours du temps, entre l'époque pharaonique et l'époque romaine. Mais je me disais que finalement, ceux qui composaient les parfums, et donc il devait y en avoir, qui composaient voilà, un ensemble d'encens qui pouvait être brûlé dans les sanctuaires, c'était aussi une manière de construire un savoir sur les dieux. Et donc, je pense qu'il y a une dimension un peu théologique dans l'Antiquité, dans la composition de certains encens destinés au culte. Et finalement, j'étais frappée en écoutant voilà, la manière dont ça se fait encore aujourd'hui, qu'il y a aussi cette quête peut-être d'un savoir ou d'accéder à quelque chose. Et donc, c'est aussi un discours sur les dieux. En tout cas, dans l'Antiquité, les parfums, ils participent de ça, hein. Ça a une dimension théologique. Et puis, les dieux dans l'Antiquité sont de nature pneumatique. Hein. Donc, il y a le pneuma, le souffle qui anime. Et donc, le parfum est bien adapté. Enfin, en tout cas, les parfums, les fumigations sont bien adaptés à ce type d'entité. Et puis, la dernière chose, c'était cette question des mouillettes qu'on a sentie voilà, tout au long de l'après-midi notamment, et donc le fait qu'on ferme les yeux et on se projette et voilà, il y a des choses qui nous viennent et que ça évoque. Je me disais que c'est permis par le processus d'extraction d'essence, et on peut créer tous ces composés. Dans l'Antiquité, on avait beaucoup donc, de matières qui étaient dans les rituels associées à d'autres matières, et donc le cas de l'oliban, c'est un bon exemple. Si on fait brûler de l'oliban et qu'on le jette, mettons, sur des charbons, il y a l'odeur du charbon aussi qui atténue un peu l'odeur de l'oliban, qui donne une odeur qui peut être un fond qui est assez désagréable, en fait, j'avoue, pour l'avoir fait plusieurs fois. Donc, il faut trouver la bonne température. Et donc, souvent, on a en fait un composé, on a le parfum qui est composé, mais qui va être dans un environnement qui lui-même associe d'autres odeurs, et donc l'expérience s'en trouve éminemment modifiée. Voilà, donc c'était juste quelques petites remarques, et peut-être pour prolonger quelque chose qu'on a évoqué dans une discussion à midi à quelques-uns, la question de la bonne odeur, c'est passionnant parce que suivant le contexte, mais même dans une même culture, hein, l'odeur, elle va être bonne parce qu'elle est au bon endroit au bon moment, c'est l'odeur juste, mais à d'autres moments, on va la trouver désagréable. Et donc, je pense que toute cette question du contexte, hein, l'odeur, elle participe d'un ensemble plus large. Voilà, c'était juste des petites réflexions. Je reprends la parole vu que j'ai le micro, j'en profite. Et c'est une pensée de l'après-coup, mais à laquelle j'ai pensé aussi pendant le repas tout à l'heure. C'est que on parle beaucoup de composition, mais en fait, je pense qu'il y a aussi une opération qui est finalement assez peu décrite, mais qui est finalement omniprésente, c'est la superposition. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une façon de couvrir une odeur par une autre. Et en fait, c'est marrant, c'est pas thématisé comme ça dans les discours depuis ce matin, sauf à certains moments. Il y a plutôt l'idée qu'on combine, mais alors tout à l'heure, ça a été évoqué d'une façon un peu incidente en disant qu'il y avait une importance à avoir un lieu neutre. Donc c'est une façon d'essayer de purifier avant de composer. Mais souvent, l'acte de composition fait un petit peu comme s'il n'y avait rien par ailleurs, alors qu'en fait, le parfum se superpose à des odeurs préalables, en fait. Et même, dans certains cas, on peut imaginer qu'il était là pour contrebalancer l'odeur et la masquer, la camoufler. Donc ça, c'est peut-être moins dit. En tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas été explicité, alors qu'on imagine que ça devait... je ne sais pas, un rite d'hospitalité, si on donne à quelqu'un une manière de se laver les mains et d'être un peu mieux parfumé, si on a marché pendant 2-3 jours, on peut se dire que ça peut aussi avoir une fonction de camouflage ou de superposition. Merci beaucoup pour la synthèse. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce moment des témoignages des créateurs. Je pense que ça soulève une question, surtout, je m'excuse, je suis très mauvais avec les noms et les prénoms, mais il y avait quand même cette idée qui revenait à plusieurs reprises. Oui, mais c'est pas le nez, hein, c'est l'esprit en fait. C'est la
position, c'est l'état d'esprit, c'est la disponibilité en fait qui permettrait d'accéder peut-être à un discernement perceptif plus fin. Et donc ça soulève toute cette question très difficile et qui fait débat depuis des décennies en sciences cognitives, en sciences sociales, sur ce dialogue entre les mots et les concepts. Et en gros, entre les représentations mentales et les moyens l'on a linguistiques pour les exprimer. Et je pense que là, il y a un nœud très intéressant à explorer, d'autant plus que de par la technicité que requièrent les odeurs et les parfums, parce que là, ça rejoint l'idée de matrice culturelle, ça rejoint l'idée de dispositif, c'est-à-dire non seulement on se prépare soi pour être dans les bonnes dispositions, mais on met aussi en place dans notre environnement un dispositif, donc on ritualise, qui va nous permettre de nous mettre dans les bonnes positions. Il y a là un cercle vertueux qui mériterait d'être vraiment étudié de manière fine avec ses créateurs, de manière ethnographique. Parce que là, je pense qu'on pourrait parler bien sûr du processus de création, mais là, il y a, de par l'objet odeur, il y a un nœud spécifique qu'il s'agirait de démêler. Et voilà, c'était juste un commentaire. Là, ce que vous venez de pointer, pour moi, une chose très importante, c'est nommer les choses. Et cette sémantique, le fameux logos qui nous permet de nous exprimer, nous, en tant que parfumeurs, toutes les matières premières, quelque part, qui font partie de notre vocabulaire, on s'en fait une représentation mentale qui est complètement personnelle. Et je pense que tous, chacun, on n'aura pas du tout la même représentation mentale. C'est un peu comme le théâtre de la mémoire là, de Giulio Camillo, où on va mettre dans des petits de loquis chaque matière première et on va les réapproprier en les ressortant quand on en a besoin. Et c'est ça vraiment qui est important, ce logos, de comment nommer. Alors on l'apprend parce qu'on passe tous par des écoles où on apprend. On a des descriptifs qui sont à chaque fois du vocabulaire qui est emprunté à d'autres domaines, que ce soit la musique, la peinture, etc. Mais reste toujours cette frontière qui est difficile pour pouvoir communiquer. Et le seul moment où on est, entre guillemets, libre, c'est quand on ne communique pas ou on écrit notre formule. Et là, on est libre parce qu'on laisse vraiment notre propre imagination, notre propre créativité. Alors parfois elle est un peu cernée, hein. Il y a les desiderata du client, mais on a cette facilité-là parce qu'on est libre et on maîtrise notre vocabulaire. Et c'est ce vocabulaire qu'on a appris dans les écoles. C'est un peu les histoires des muses, hein, c'est pareil, je reviens où les muses ne sont pas des inspiratrices, ce sont des enseignantes. Donc on a besoin aussi de cet enseignement. Oui, c'était plus à la fois une question et une interrogation, une remarque sur de où est-ce qu'aussi on se situe, nous, autour de la table, en étant vraiment naturaliste. Et par rapport à ceux qui utilisent parce qu'il y a une focalise sur les mots, sur le logos, alors qu'est-ce que c'est vrai dans toutes les autres cultures où on focalise assez sur la verbalisation des odeurs et un peu moins sur la sensation de s'ouvrir au sens, où là il y a une absence de mots, et peut-être que le rite, par tout son dispositif, je reprends l'exemple, il y en a plein ici qui ont étudié aussi le Kodo, de mettre une prédisposition, cette fois-ci, qui passe pas par le logos encore, mais qui part par une ouverture du corps pour mieux sentir. Et il y a peut-être un enjeu avec je trouve en tout cas passionnant avec ces odeurs et ces parfums, c'est qu'il y a toujours ce paradoxe entre super symbolisme pour pouvoir l'expliciter et à la fois vraiment une ouverture sensorielle. Et c'est parce qu'elle garde cette tension-là qu'elle est extrêmement significative en fait. Et dans le rapport, c'est beaucoup lié à essayer de mettre des mots, mais c'est peut-être aussi essayer d'ouvrir des sensations, ou en tout cas l'un ne va pas sans l'autre.
qui est peut-être important, parce que par rapport à... C'est Isabelle Dacier qui disait qu'à l'époque antique, on n'était pas encore sur la représentation, on était sur la présentation des dieux. Et c'est là, il y a une grosse différence que nous, notre culture très symbolique de la représentation, on n'arrive pas à dépasser. Et qu'aujourd'hui, la tour va le signifier, d'être là et là, de redevenir à la présentation des choses, et pas que dans la représentation des choses. Donc, dépasser le postmodernisme. Et il y a tout ça dans les odeurs qui sont un méga outil. Évidemment, après le danger, mais je pense qu'effectivement, il y a pouvoir restituer en fait phénoménologiquement ce qui est perçu par un sujet individuel, c'est important. Mais justement, la phénoménologie, c'est aussi un logos en fait, c'est-à-dire pouvoir décrire la sensation. Alors, est-ce qu'on peut y échapper? Oui, on peut vivre sans avoir besoin de partager ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on parle de nommer ou désigner ou de classifier, il y a une certaine opération linguistique. Dans la mise en récit, en particulier biographique, il y a quelque chose d'autre qui se joue. C'est en fait, pour réduire à son extrême limite, c'est juste décrire des rencontres. Et bon, vous pouvez décrire des rencontres d'une façon qui n'est pas linguistique, avec d'autres... avec des sons, avec des images. Voilà. Après, c'est pour ça que le langage est assez plastique. Il peut décrire des rencontres sans être forcément du côté du logos. Et c'est la poésie, en fait. Donc, enfin, moi, j'étais quand même... c'est vrai il y a beaucoup, en fait, de discussions qui sont... Enfin, c'est accompagné de beaucoup de mots, ces pratiques, en fait. Donc, l'idée qu'on raterait quelque chose... en utilisant trop le langage, je me demande, je vois pas très bien ce qui aurait sens. J'ai plutôt l'impression que c'est presque en multipliant les façons de pouvoir en parler qu'on élabore en fait de nouveaux projets, qu'on les relie. Oui, si je peux ajouter quelque chose dans ce domaine, je pense qu'en fait, de plus en plus, la question de l'odeur et des parfums, pour moi, est toujours dans une dualité. On ne peut pas penser une chose sans penser son contraire. Et c'est quelque chose que je trouve très complexe et qui est particulièrement, qui est caractéristique du monde olfactif. Et j'y pensais pour cette histoire de vocabulaire, en fait. D'un certain côté, il n'y a pas de mots pour décrire les odeurs, et d'un autre, elles sont vocabulaire et on les utilise en tant que vocabulaire. Donc en fait, il y a toujours une tension entre et ce que disait Thomas sur la création des parfums et la manière dont les matières premières en fait s'inscrivent pour un parfumeur, c'est un langage. Et donc les parfumeurs utilisent ce langage d'une façon complètement différente et voilà, c'est cette tension entre l'impossibilité de nommer et le fait qu'il y ait une extraordinaire présence qui se substitue au vocabulaire, qui est très intéressante, je pense, pour les odeurs et le parfum. Si je peux continuer, c'est quelque chose qui me fascine énormément, c'est que si on regarde le graphe que nous a présenté Joël Kondo, quand on regarde la partie où sensoriellement on se construit en tant qu'humain, on est dans la zone où on ne parle pas. On est dans la zone du pré-langage et qu'a priori, les neurones, là, il faudrait que des neurobiologistes creusent un petit peu plus entre le rapport avec ce qui est la verbalisation et ce qui est effectivement du domaine purement de la sensation. Est-ce qu'on peut vraiment les séparer? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, l'olfaction a l'air d'avoir cette particularité qu'avant 7 ans, on a moissonné en quelque sorte toute une bibliothèque de sensations olfactives qu'on peut l'enrichir plus tard, mais que, mine de rien, c'est quand même là qu'on a fait le gros du travail. Et c'est pour ça que ça parle beaucoup à ce que disent les parfumeuses et les parfumeurs, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, exactement comme un musicien va imaginer une forme au sens esthétique, il va imaginer une forme avec des notes, la partition va jouer sur la manière dont il l'imagine, mais mine de rien, il a une forme. Peut-être qu'effectivement, dans un colloque futur, j'aimerais bien que la question de la forme olfactive dans l'esprit de celui qui conçoit, dans l'esprit de celui qui reçoit, puisse être abordée, parce que ça joue là, effectivement, dans le moment où les mots ont une place, mais peut-être un petit peu plus en retrait dans ce qui est l'art de l'olfaction, vraiment.
Merci Olivier. Chantal voulait poser une question. C'est à la fois une remarque et une question. Je suis frappée par le fait que très souvent, on fait l'apologie d'une recherche interdisciplinaire. C'est très dans l'air du temps. Et souvent, selon les colloques, il y a plus ou moins de réussite. C'est-à-dire qu'on a parfois des juxtapositions de monologues de différentes disciplines. Et ce qui me frappe dans les journées d'études ou les colloques qui sont organisés autour des odeurs et des parfums, c'est l'espèce de facilité de cette communication non seulement entre différentes disciplines, mais entre des chercheurs et des parfumeurs ou des plasticiens olfactifs. Et il me semble que c'est très étrange de constater que ça fait comme si ça allait de soi. Et je me suis posé la question parce que j'ai assisté à beaucoup d'expériences ratées de colloques interdisciplinaires. Et là, on voit vraiment que la parole circule. Et je me demande pourquoi ça marche. Et peut-être, je soumets quelques pistes d'exploration. Je pense que c'est aussi peut-être lié à l'objet lui-même, parce que les odeurs, les parfums, ce sont finalement des êtres de passage, des êtres qui abolissent les frontières. Et au fond, pour chacun d'entre nous, selon l'angle où on les considère, c'est toujours un objet qui nous échappe. Et nécessairement, on a besoin de la relation à l'autre, de la communication. On le voit dans notre objet de réflexion aujourd'hui, l'odorat et les odeurs vont brouiller les frontières entre le sacré et le profane. On voit bien que ces catégories ne tiennent pas si on les maintient rigides, et donc il y a une fluidité, une mouvance qui est liée à ce caractère passager. On voit bien aussi qu'on ne peut pas réduire les pratiques rituelles sacrées à la verticalité, à la transcendance. Il y a, et ça c'est propre aux odeurs, c'est-à-dire c'est aussi la verticalité, la circulation dans tous les sens, puisque les odeurs précisément elles se diffusent, elles sont en expansion et donc elles nous enveloppent. Donc la communication se fait pas seulement effectivement avec l'au-delà, mais elle se fait finalement intercommunauté, on pourrait dire, ici-bas et partout. Et je crois qu'il y a peut-être dans l'objet lui-même quelque chose qui nous fédère, pas seulement parce que c'est passager, mais aussi parce que ça touche à l'intime et que chacun est obligé en quelque sorte de sortir de son quant à soi, de sortir de sa chaire de chercheur ou de son laboratoire de parfumeur pour partager quelque chose qui, sur le fond, nous concerne profondément en tant qu'humains et nous expose dans notre singularité et en même temps dans quelque chose qui est un partage collectif. S'arrêter sur une magnifique conclusion de Chantal qui me rappelle un terme que j'ai utilisé dans ma thèse, que j'ai appelé la logique olfactive. Et c'est tout à fait en lien avec ce qui vient d'être dit. Et écoutez, je vous propose de clore cette journée. Après, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé. Je crois qu'un des regrets que j'ai à la fin de cette journée, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de temps pour les questions. Parce que vraiment, on a été frustrés de ne pas pouvoir poser plus de questions à tous les intervenants, que je remercie du fond du cœur. Ils étaient tous absolument passionnants. Et je les remercie de leur temps, des trajets qu'ils ont faits, de l'énergie qu'ils ont mise pour participer à cette journée qui a été vraiment très, 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 très riche. Et je crois donc c'est enfoncer une porte ouverte, mais aujourd'hui, on a encore plus le sentiment que ça n'est pas une clôture, qu'on ne clôt pas une journée, mais qu'on l'ouvre vers d'autres perspectives, d'autres journées, et on voit cette nécessaire et très agréable communication qui se met en place et qui est vraiment très, très, très fructueuse. Alors, je tiens à préciser que dès ce soir, il y aura une rediffusion de cette journée sur YouTube. Donc, vous pouvez en informer ceux qui n'ont pas pu avoir de place pour qu'ils puissent suivre ce qui a été dit et rattraper.
Et puis, je souhaite aussi remercier tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette journée. Ceux que je ne vois pas derrière, mais qui ont filmé, la régie, qu'on peut applaudir. Toutes les personnes à l'accueil, tous les gens, monsieur qui nous a aidés pendant toute la journée pour à la fois l'accueil, passer les micros. Et je trouve que nous avons été extrêmement bien accueillis. Et Philippe Charlier n'est pas là. Donc malheureusement, il a dû filer un rendez-vous tout à l'heure, un rendez-vous extrêmement important. Mais c'est Thomas qui va clore cette journée. Je viens de me rendre compte d'une chose, c'est qu'en arrivant ici ce matin, je me suis dit, je vais apprendre plein de choses. Et effectivement, j'ai appris surtout une chose, c'est que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et l'habit, c'est grand. Et définitivement, ce que je croyais savoir, eh bien, reste petit par rapport à ce qui me reste encore à apprendre. Merci beaucoup Isabelle, d'abord parce que c'est l'organisation et grâce à Isabelle que nous sommes là. Merci bien sûr à Philippe Charlier, Madame Gianotti pour votre accueil, toute l'équipe autour de toute l'équipe du musée. Merci à Anne-Cécile pour avoir brillé et avoir su aussi organiser tout ça. Merci à Priscilla, toute l'équipe de l'Osmothèque. Je ne pourrais pas oublier non plus les membres du comité scientifique qui, depuis 1 an, a fait un travail remarquable. Et puis surtout, je vais leur demander de continuer parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Merci aux intervenants. Merci à toi, Catherine, d'être venue de Bruxelles. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Merci à tous les autres intervenants. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain. La prochaine journée d'études comme celle-ci, parce que je pense que si vous êtes comme moi, on s'est pris d'envie, on s'est pris d'intérêt, donc on en redemande. Et Isabelle, maintenant, la barre est haute. Hein. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous.